Salut, aujourd'hui j'ai envie de t'emmener dans mon rangement parce que c'est le bazar et en même temps j'ai envie de te parler. Donc, je sais pas pourquoi je commençais à parler toute seule et je me suis dit qu'il fallait que je l'enregistre. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de te dire... Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te parler de moi, en vrai. J'ai envie de te raconter un petit peu par quoi je suis passée ces dernières années pour que bah, tu comprennes un peu pourquoi je suis là sur les réseaux et quel est mon message finalement sur les réseaux. Tu vois autour de moi que c'est le bazar, on sort du week-end, même si je vais publier la vidéo le vendredi. Là on est lundi, je la tourne aujourd'hui parce que je suis inspirée tout simplement. Euh, Je commençais à réfléchir sur mon concept de redevenir le capitaine de sa vie. C'est souvent quelque chose dont je parle dans mes vidéos, en tout cas que j'insinue dans mes vidéos, reprendre le contrôle de sa vie. J'aime pas trop le terme contrôle comme d'habitude, je parle plutôt de maîtrise parce que j'estime que le contrôle, c'est quelque chose de très négatif qui est tourné vers l'extérieur. On contrôle les événements alors qu'en réalité, on contrôle rien du tout. Par contre, on peut maîtriser sa vie, on peut maîtriser les choix qu'on fait, on peut maîtriser nos pensées, on peut maîtriser tout ce qu'on est finalement. Donc rangeons un petit peu en parlant de redevenir capitaine de ma vie. Finalement, tu vois, chez moi, j'ai décidé que toutes les choses avaient une place. Euh, je suis de manière générale facilement bordélique, disons-le, mais tout doit avoir une place parce que au moment où je range, je veux pas de l'à peu près, je veux que ça soit tout nickel, bien cadré. Donc finalement, tout mon bazar, même si il est partout, par terre, partout, il a une place. Et donc on va commencer à la trouver. Euh, tout dans ma vie a une place en fait. J'ai passé ma vie ces dernières années à tout gérer ma vie, à faire des choix et à savoir dans quelle direction j'allais continuellement. C'est assez étrange, mais tu vois, pendant longtemps j'ai traversé avec mon paquebot, puisque je suis capitaine de mon navire, donc avec mon navire j'ai traversé énormément de tempêtes. Et à la naissance de Lucas, les tempêtes, elles se sont arrêtées. Parce que j'ai fait ce choix conscient de vouloir arrêter les tempêtes. Donc j'ai arrêté les tempêtes. Je suis sortie des tempêtes. Je me suis extraite de ces tempêtes. Mais maintenant, il a fallu aussi... Donc la naissance de Lucas, c'était il y a quasiment 3 ans. Et en 3 ans, il a fallu faire un état des lieux des dommages créés dans le paquebot, dans le navire. Savoir où j'en étais, savoir si je pouvais continuer ma route comme ça ou s'il fallait des réparations, lesquelles, combien de temps ça prendrait. Et en fait, bah, ces réparations, je les fais petit à petit. J'en suis pas là où j'ai envie d'être encore, mais j'ai conscience de là où j'ai envie d'aller. C'est déjà pas mal. Parce qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et donc, par conséquent, je sais où je veux aller, j'ai ma ligne directrice et je prends le temps de m'assurer que tous mes outils à ma disposition, à savoir que je suis bien prête à ne pas retomber dans mes anciens schémas, que je suis bien prête à ne plus être dans la dépendance affective, je suis bien prête à ne plus retomber ouais, dans mes spirales infernales. À ce moment-là, je serai à nouveau prête à repasser en vitesse de croisière. Et en réalité, aujourd'hui, je me trouve à un tournant. Parce que je sais que j'ai fait toutes les réparations nécessaires. Mon paquebot, il est quasiment... Non, mon paquebot, il est prêt. Genre, je suis prête à me lancer, mais en fait, j'ai peur d'avoir oublié un truc. D'avoir oublié, je sais pas, de réparer ma boussole et finalement de me remettre en vitesse de croisière et puis de retomber dans une tempête parce que ma boussole, eh ben, je l'ai mal calibrée ou j'ai fait un mauvais choix et que je retombe à nouveau dedans. Tu vois, j'en suis là.
Et ça, c'est effrayant parce que ça voudrait dire que je repars dans quelque chose où je dois m'extraire à nouveau, dans quelque chose qui, qui aura encore des conséquences négatives sur ma vie. Donc, tu vois, j'en suis à ce stade où j'ai peur de me lancer et de vivre. J'ai tellement survécu toute ma vie, j'ai tellement bataillé pour réussir à me sortir de tout ça que j'ai peur d'avancer à nouveau, de me relancer et, et de m'embourber. Alors j'avance petit à petit, je fais des actions petit à petit, tu vois. Pendant 3 ans, je me suis complètement fermée au monde extérieur. Véritablement. Euh, Sauf que ben, c'est pas vivable. On n'est pas câblé en tant qu'humain pour vivre en ermite. C'est absolument pas une bonne chose, par exemple pour Lucas, que de voir sa mère vivre en ermite. C'est pas possible. Et puis pour moi, c'est pas ça non plus, tu vois. Donc, il faut que je dépasse cette peur de mal faire ou de retomber dans mes travers. Et en même temps, aujourd'hui, tout ce qu'on peut me renvoyer, le monde extérieur qui me fait effet miroir, finalement, il me renvoie en ce moment de mais t'es qui? Et un nouveau miroir qui m'est renvoyé en ce moment qui fait assez mal, c'est mais t'en fais pas assez. Tu fais pas ce qu'il faut. Et merde! Putain, j'ai travaillé autant de temps et je fais pas ce qu'il faut. Et tu vois, à un moment, bah, c'est cool d'analyser notre comportement, c'est cool de savoir de savoir comment on réagit, comment on pourrait mieux réagir, comment on pourrait agir. Euh, c'est bien de prendre du recul sur nos actions, sur nos pensées, c'est super. C'est important de le faire, je pense. À mon sens, c'est important. Mais à un moment, il faut aussi réussir à lâcher la réflexion continuelle et enfin à revenir dans le cœur et vivre pleinement. Et en ce moment, tu vois, je fais ce saut entre le mental et puis le cœur. Je sais où je veux aller, je connais mes projections, je connais mes désirs. Euh, J'agis aussi en conséquence, mais j'ai du mal encore à lâcher le cerveau parce que je l'ai tellement utilisé, il m'a tellement servi auparavant que je me dis qu'il est forcément utile. Il est utile, mais désormais, puisque j'ai tout mis à plat et j'ai tout bien réparé, que je suis capable de, de m'en sortir, je suis capable de ne pas rentrer à nouveau dans des tempêtes, il faudrait que je puisse le mettre de côté. Et c'est là où j'ai de la difficulté. C'est là où de temps en temps j'ai à nouveau de la peur. Là, ce matin, j'identifiais en me baladant, je me pose toujours des questions sur ce que j'ai envie, sur ce que je vis. Finalement, je fais du journaling en marchant. Et, et j'ai identifié que je ressentais de la crainte parce que j'avais cet effet miroir de tu n'en fais pas assez. Et, et ça me fait peur. Ça me fait peur de ne pas en faire assez. Bon, j'étais censée ranger en même temps que de te parler, mais je me rends compte que je suis pas hyper productive là. J'ai plus envie de te parler que de ranger. Alors attends, je me mets un peu plus au sol. Voilà. Touc. Et on va continuer. Parce que oui, c'est au sol qu'il y a le bazar. Mon fils qui s'est bien amusé ce week-end, mais bien évidemment, il a dit non, mais c'est maman qui range. Bah ouais, c'est maman qui range, comme d'hab. Non, en vrai, j'ai pas trop à me plaindre de lui. Il a des comportements qui sont hyper intenses, mais à côté de ça, c'est une crème. Il est malin. Il ira loin, ce petit.
Donc pour revenir à notre sujet, ouais, c'est compliqué de prendre des risques, je trouve. Compliqué de prendre des risques euh, pour se lancer dans la vie et finalement refaire des rencontres, s'ouvrir. J'aimerais pouvoir revenir à un état où je fais confiance facilement, mais finalement j'ai été tellement déçue et meurtrie par les événements de manière générale que ça m'inquiète un peu. J'ai une capacité à voir, à percevoir, à analyser, à comprendre les autres, à voir leurs failles, que du coup, finalement, j'en suis plus à me dire, ah bah tiens, je pourrais t'aider, t'aider à être mieux, à être plus cohérent dans ta vie, plutôt que de voir la personne comme un potentiel ami ou comme voilà, comme une relation lambda, mais pas comme une relation de coach à coacher. Ça m'intéresse pas vraiment d'avoir ça au quotidien, tout le temps. C'est pas ça qui me nourrit, quoi. Et finalement, ben, quand est-ce qu'on se lance? C'est ça le truc. Quand est-ce qu'on va se lancer? Comment on se lance? En prenant des risques, comme d'habitude. Mais des risques mesurés, finalement. Des risques qui nous font pas trop peur, qui nous poussent pas trop dans nos retranchements. Parce que, en fait, moi, tu vois, je suis fatiguée d'être continuellement dans mes retranchements. J'ai toujours été poussée continuellement finalement, à être dans des zones d'inconfort. Et aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir me reposer. Alors bon, la vie, on sait bien, n'est pas reposante. Mais malgré tout, c'est... Tu vois, je le vois aussi dans les coachés que je suis. C'est souvent qu'elles me disent, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que je vais enfin pouvoir profiter? Et là, en ce moment, je suis dans cette phase-là de, mais quand est-ce que je vais pouvoir enfin profiter? Et la réponse, c'est pas jamais. La réponse, c'est que je constate finalement, c'est de se dire, si tu es dans cet état d'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive de grand. C'est, tu vois, c'est souvent à ce moment-là qu'on va franchir un palier. Quand on est dans ce ras-le-bol général, qu'on a l'impression qu'on n'avance plus, qu'on trime continuellement, qu'on ne sait plus si on est dans la bonne direction, parce que finalement, l'univers nous dit directement ou indirectement, il nous dit faut pas, faut pas être buté, faut lâcher prise, faut accueillir, gna gna gna. Et en même temps, il faut être discipliné, savoir dans quelle direction on va, parce que finalement, si on veut que les choses avancent, il faut y aller petit à petit, avec constance, discipline, mais qu'en réalité, ben, si on y met de l'énergie et que ça arrive pas tout de suite, finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu buté et que... tu vois, combien de fois je me suis posé la question, est-ce que là, l'objectif que je me mets, les choses que j'ai envie d'atteindre, c'est réaliste, c'est fait pour moi? Ou est-ce que c'est complètement une lubie que je devrais lâcher? Finalement, quand est-ce que je dois lâcher prise et quand est-ce que je dois être disciplinée et constante dans la réalisation de mes objectifs? Il y a un moment où je sais plus parce que l'univers dit que les choses qu'on doit obtenir, attirer à nous, bah, elles arrivent toutes seules, genre comme si c'était sans effort, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et en même temps, donc lâcher quand ça n'avance pas. Et en même temps, il nous dit, ben, ce que tu veux voir arriver, enfin, crée-le. Bah ouais, mais je veux bien.
Mais en même temps, les objectifs que j'ai, les désirs que j'ai, la vie de rêve que j'ai en tête, je veux la matérialiser. Mais ça prend énormément de temps, donc est-ce que je suis butée ou est-ce que je suis juste sur le bon chemin? Combien de fois je me suis posé cette question? Et je crois que j'ai un semblant de réponse là-dessus quand même. J'ai un peu avancé. Je crois, hein, parce qu'au final, vu que ça c'est pas ma vie de rêve n'est pas encore là, finalement, est-ce que je suis sur la bonne vérité ou pas? Je sais pas, mais ce que je perçois finalement, c'est que tout va pas arriver de manière comme ça. C'est pas miraculeux. La vie, c'est pas un miracle euh, où on voit tout se matérialiser avec facilité. Mais, par contre, il y a des choses qui, qui vont se passer de manière beaucoup plus fluide. Dans le sens où on y mettra beaucoup moins d'énergie que ce qu'on pourrait. Par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple? J'en ai pas. Non, en vrai, il peut y avoir des synchronicités qui se passent. Du type, tiens, je désire un truc et finalement t'as quelqu'un 2-3 jours après qui te parle de ce même truc. Et tu dis, ah ouais, il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, ça permet d'ouvrir des portes. Mais, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Donc finalement pour faire la différenciation entre est-ce que je suis butée ou est-ce que il faut que je garde de la constance, de la détermination, de la discipline, finalement ça se passe dans le cœur. Il n'y a que le cœur qui sait. Je veux dire par là que si c'est quelque chose que tu désires vraiment, euh, si c'est quelque chose qui t'anime et qui te nourrit et qui vibre à l'intérieur de toi, si c'est vraiment un désir et non pas une envie passagère, tu vois, si ça fait longtemps que tu l'as ou si c'est quelque chose qui, euh, qui vient de tes tripes, il faut que tu le tiennes. Parce qu'en fait, les rêves, quand ils sont suffisamment grands, ils mettent du temps à se mettre en place, mais une fois qu'ils sont en place, ils te nourrissent et c'est juste incroyable. Par contre, il faut que tu t'assures d'où ça vient. Si, si c'est simplement un truc... combien de fois moi j'ai changé d'avis? Tiens, je vais faire... je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, par exemple, en termes d'activité professionnelle. Je savais pas ce que je voulais faire. Euh, je savais simplement que je voulais aider. Et je savais pas comment. Mais sauf que aider, c'est hyper vaste en fait. Aider, ça peut très bien être... quoi, ça pourrait être... J'ai le métier de paysanne qui me vient. Ça pourrait très bien être devenir paysanne. Tu aides les autres parce que tu leur fournis de la nourriture. Ça peut être ça. Ça peut très bien être... À un moment, j'ai été agent immobilier. Bah, tu aides les autres à accéder à leur futur foyer. C'est quand même cool comme mission. En tout cas, à ce moment-là, je trouvais que c'était cool comme mission. Bon, finalement, ça s'est pas révélé pour moi. Euh, Finalement, aider les autres, c'est très très large comme problématique. Et donc, je passais du coq à l'âne. Donc, j'ai envisagé de devenir maraîchère. Tu vois, je suis passée finalement agent immobilier. Avant ça, j'étais consultante. Je voulais aider les autres d'une autre manière. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai envie d'aider les femmes à oser se révéler.
Donc, finalement, je passais du coq à l'âne, sans jamais savoir ce qui était bon pour moi, sans jamais savoir d'où ça venait. Le seul truc, c'était je veux aider. Ça venait de mes tripes. Je veux aider. Mais j'arrivais pas à identifier comment je voulais aider, tu vois. Et finalement, en me posant un peu, j'ai commencé à identifier que je voulais aider les gens à oser. Oser créer leur vie comme ils l'entendent. Parce que je me rends compte à quel point les femmes notamment, mais les hommes aussi, mais là je ne veux pas en parler parce que c'est pas eux que je réussis à aider actuellement. Mais les femmes, elles ont tellement d'objectifs dans leur vie, elles réussissent à se projeter tellement loin et finalement, combien osent Combien osent se dire, se donner les moyens? Combien? Pas tant. Pas tant. Parce qu'on a été formaté, parce que on nous a dit qu'on n'était jamais assez. C'est exactement le miroir qu'on me renvoie en ce moment. On n'est pas assez. On fait pas assez déjà. Non, c'est pas qu'on fait pas assez, c'est qu'on fait pas comme il faut. On fait pas de la bonne manière. Et tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, je fais trop et j'incarne pas assez. C'est peut-être ça le truc. C'est que j'essaye d'avoir des résultats. Mais finalement, il faudrait peut-être pas que je me concentre trop sur les résultats, mais il faut que je me concentre sur l'instant présent, le moment, la création du plaisir, du désir, plutôt que, le résultat. Et que finalement, c'est pas l'objectif qui compte, mais c'est le processus. Ça, en ce moment, je l'oublie, ouais. Tu vois, en ce moment, je suis en train de me dire, je suis en train de me mettre des objectifs pour mon entreprise, je vais atteindre ça, 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 ça. Alors qu'en réalité, j'oublie complètement le chemin. Alors qu'en tant que femme, c'est le chemin qui est le plus important. C'est pas l'objectif. Parce qu'en réalité, plus tu es dans l'instant présent, plus tu incarnes euh, ton désir et plus il se manifeste. C'est assez subtil finalement comme positionnement, mais plus tu es dans le plaisir au quotidien ou dans la tâche que tu réalises, et plus facilement il y aura des impacts positifs sur la suite en réalité. Et aujourd'hui, en fait, je prends pas de plaisir dans ce que je fais. Et je crois que c'est là où je fais pas assez. Le fameux je fais pas assez. Je suis pas assez. Je crois que c'est là que ça pêche. Parce qu'en fait, en réalité, je m'oublie là-dedans. J'oublie de vivre. Tu vois, au début, je te disais, j'en suis à un stade où j'ai peur de me lancer vraiment dans ma vie, où j'ai peur que ma boussole elle soit encore cassée et que je me fourvoie finalement en me lançant tout de suite parce que en réalité, j'ai pas tout réparé. Mais en réalité, on n'aura jamais tout réparé. C'est ça qu'il faut aussi comprendre et c'est ça aussi qui est assez effrayant parce que on n'aura jamais tout réparé. C'est le travail d'une vie finalement que de se réparer. Et, et que ça sert à rien d'attendre. Ce sera jamais le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment en réalité. Et combien de mères disent qu'elles sont tombées enceintes dans un moment de leur vie qui n'était pas le bon. Et puis un enfant, c'est quand même pas anodin. Hein, en termes de changement de rythme, c'est clairement pas le truc le plus paradisiaque. Hein. C'est, c'est un oubli de soi, c'est tellement intense. C'est, c'est épuisant. Ça te fait partir dans tes retranchements qui sont hyper violents.
Moi qui avais peur, tu vois, qui avait peur d'oublier un endroit, de pas soigner un endroit, non, mais en fait, avec un enfant, t'es obligé d'aller le soigner. Ou en tout cas, t'es obligé d'y faire face. À un moment, clairement, ton gamin, il va venir, il va appuyer là où ça fait mal. Et purée, ça fait mal. Ce week-end, c'était ça, avec Lucas. Je ne fais pas assez. Ouais, je suis pas assez présente. Tu vois, c'est assez ironique parce que tout mon rythme, il est en fonction de son rythme à lui. À savoir que je commence à travailler quand il est à l'école. Je finis de travailler juste avant qu'il ne sorte de l'école. Je ne le mets pas au périscolaire parce que j'ai, j'ai envie de profiter de lui. J'ai envie qu'il puisse profiter de moi aussi. Et finalement, il ne va pas au périscolaire, pour que la plupart des enfants y vont. Euh, j'ai eu énormément de mal, parce que là c'est sa première rentrée, donc j'ai eu énormément de mal de m'adapter à ce rythme qui est très très court, hein, parce qu'il prend l'école à 8h30, il finit à 16h. Heureusement, j'ai décidé de le laisser à la cantine, mais j'aurais très bien pu aussi le récupérer le midi pour qu'il mange avec moi. Non, ça, ce moment-là, je l'ai gardé pour moi. Et heureusement, parce qu'en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vivre, j'ai pas le temps de faire de travailler, j'ai pas le temps de réaliser ce que j'ai envie. Ben voilà. Et ce week-end, il me renvoie encore le truc de je fais pas assez, parce qu'il est parti dans une crise existentielle, crise émotionnelle extrêmement violente. Vraiment, enfin, ça a duré 2 heures où il a hurlé, tapé des pieds. Enfin, j'étais totalement démunie. J'étais complètement démunie face à ça, à toutes ces émotions. Je ne savais pas comment l'aider, l'accompagner dans tout ce qu'il ressentait. La seule victoire que j'ai eue ce week-end, c'est de ne pas flancher, moi. Et de ne pas partir dans moi mes propres émotions. euh, ou en tout cas tu vois, quand tu te sens démuni, enfin moi personnellement quand je me sens démunie, je commence à être à vouloir éjecter la situation pour arrêter de me sentir démunie. Là, finalement, j'ai réussi à rester cool. Mais ça a duré très très longtemps. 2 heures intenses, plus il y a eu une petite accalmie, puis c'est reparti. Finalement, ça a duré une demi-journée. Derrière, moi, j'étais lessivée. Et en fait, là où j'ai l'impression de ne pas faire assez, de ne pas être assez, c'est que dans ma tête, c'est moi l'adulte, c'est moi qui suis censée pouvoir canaliser ou en tout cas l'accompagner dans la redescente. Et en réalité, tout ce que je faisais, ça le faisait grimper. Et j'avais pas envie de l'abandonner. Dans le sens, je gère tout seul. Ben non, j'ai pas envie de ça. Enfin, pas le laisser tout seul dans ses émotions, c'est pas possible pour moi. C'est pas. Et en même temps, je sais pas. Donc là, je suis en train de voir comment je peux l'aider autrement, faire appel à des professionnels, je sais pas, pouvoir voir un psy potentiellement, savoir si c'est pertinent maintenant, si. Je sais pas, on verra. Mais tu vois, le côté je fais pas assez, je suis censée faire quoi? Bordel. Ouais, c'est compliqué. On n'est jamais prêt pour tout ça. On nous prépare pas. On nous prépare pas pour être parents, mais on nous prépare pas pour être nous-mêmes non plus. Enfin, personnellement, je trouve que notre génération n'a pas été préparée à ça, à devenir adulte.
à prendre nos responsabilités, à, à savoir que quand on agit avec un enfant, il y a des conséquences sur l'enfant. Quand on perd notre calme, il voit comment on gère nous-mêmes nos émotions. C'est c'est un peu chaud, ouais. Et combien de personnes aujourd'hui, de femmes j'entends qui, de mon âge ou à peine plus, hein, qui ont la quarantaine par exemple, qui disent «Oh mais m'appelez pas madame, parce que madame, ça les vieillit ou ça les...» Je sais pas. Je dis, mais quand est-ce qu'on t'appelle madame du coup s'il y a 40 ans, t'acceptes pas qu'on t'appelle madame? Je sais pas. Parce qu'en réalité, à un moment, le terme madame, ça désigne une femme adulte, donc responsable. Mais les, les- la manière de parler aussi est hyper importante. Parce que quand tu dis moi je fais un mec, ou mon mec, ou mon copain, alors que... Ouais, c'était ça. Un jour, je vais dans une réunion, dans un café pour les parents. Donc toutes les mères finalement se réunissent avec leurs enfants pour papoter, se sortir un petit peu de son quotidien, tout ça, et échanger. Et ça, c'est plutôt agréable. Moi qui avait pas mal de difficultés à sortir, c'était un bon démarrage. Et puis, je discute avec une dame, une mère, à peu près mon âge, et, elle parle du papa, de son enfant. Et elle dit ouais, moi, mon copain, attends, t'as la trentaine passée, tu parles de ton homme comme de ton copain. Euh, je sais pas. Moi, ça me fait tiquer quand on parle de son copain, parce que pour moi, le copain, le petit ami, c'est les années lycée, les années début d'adulte, mais à un moment, c'est plus ton petit copain, quoi. C'est, 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 c'est l'homme avec qui tu partages ta vie, c'est l'homme avec qui tu construis. Enfin, c'est censé être un homme, t'es censé être une femme. T'es pas la petite amie où vous allez flirter ou putain t'es en train de construire un truc sérieux là, il y a un gamin au milieu quoi. Et, et à mon sens, ça, effectivement, ça induit beaucoup de choses derrière. C'est que si t'es pas capable de parler de ton partenaire amoureux comme de ton homme, de ton conjoint, de ton partenaire, ben en fait pour moi vous êtes en train de construire un truc qui est pas méga solide quoi. À mon sens, parce que le petit ami, à mon sens, à un moment, soit il se transforme, soit il se casse faire ses études ailleurs quoi. Et c'est peut-être un biais de ma pensée, mais quand... Enfin je sais pas. Combien de personnes, de femmes disent ouais moi mon mec, moi je rencontre que des mecs euh, qui prennent pas leurs responsabilités et tout ça. Bah oui mais en fait c'est des mecs, c'est pas des hommes. Les hommes prennent leurs responsabilités, les hommes sont des adultes qui prennent leurs responsabilités. Par contre les mecs sont encore des gamins. Et si tu veux effectivement attirer les gamins, bah continue de parler des hommes comme des mecs. Et à ce moment-là tu n'auras que des gamins. Mais si tu changes ta définition, tes paroles, et que tu exprimes que tu veux un mec, ben tu continueras à tomber dessus. Si tu exprimes que tu veux un homme, et ben à ce moment-là, tu ne regarderas plus que les personnes qui pourront correspondre à ce critère. Tout simplement. Si tu as envie de continuer d'attirer les gamins, libre à toi. Mais ne t'attends pas à ce moment-là à construire quelque chose de solide. C'est ce que je pense. Ça commence
par là, et puis au final, ça continue en mettant des standards un peu plus hauts, en ayant pas des attentes, mais des critères. Un- L'homme qui va partager ta vie, il doit déjà être responsable de la sienne. Si tu, euh, si tu te mets avec quelqu'un qui chez lui, c'est le bordel. On va pas parler d'ici, hein. Mais si chez lui c'est continuellement le bordel, que il prend soin de rien, que il prend pas soin de lui notamment, et qu'il est en mode Netflix, bière et match de foot et blague en mode poète poète camion, bah t'étonnes pas derrière de pas pouvoir compter sur lui. T'étonnes pas derrière que ce soit qu'il ait un comportement de macho et qu'il prenne pas soin de toi. Parce que déjà, s'il n'est pas capable de prendre soin de lui, donc ça déjà, avoir des standards un peu plus élevés pour permettre à, à ceux qui ne méritent pas ton attention de partir, ça, c'est un cadeau que tu peux te faire. Et ensuite, et puis c'est un respect que tu t'apportes en réalité. Parce que finalement, tu gagnes du temps. T'es pas là pour sauver le monde, hein. T'es là pour te sauver toi. T'es là pour devenir le capitaine de ton navire et puis faire en sorte que ton navire il soit pas tout pété. Qu'il puisse voguer dans des eaux calmes et paisibles. C'est autorisé, tu vois, c'est pas une faiblesse que de voguer dans des eaux calmes et paisibles. C'est autorisé. Et ça, c'est quand même sacrément cool de pouvoir le faire. Après, il faut pas s'endormir non plus. Parce que tu vois, moi là je suis en mode, si je continue comme ça, je m'endors. J'en ai conscience. Et il faut pas que je tarde à me réveiller. Faut pas que je tarde à me relancer. Là, il va falloir que j'envisage d'être et de profiter de l'instant présent et de revenir sacrément dans le plaisir. Parce que sinon, sinon on est un peu trop dans sa zone de confort, tout simplement. Et rester dans sa zone de confort, c'est pas bon. Rester je te dis pas, c'est hyper intéressant de connaître sa zone de confort pour pouvoir y revenir, se poser, se reposer un peu quand, on a tout donné à l'extérieur, tout ça. Mais y rester trop longtemps, c'est productif. Non, c'est pas constructif. Ça, c'est euh, c'est pas là où tu crées. En réalité, la zone de confort, c'est pas là où tu crées. Tu regardes tous les artistes, quand ils sont en train de créer, ils s'oublient complètement, ils sont dans cette projection du cœur. Enfin, certains sont, euh, sont même à oublier de manger et compagnie. Quand ils sont dans cet état de création, ils sont pas dans le bien-être. Ils sont pas dans la prise de soin d'eux-mêmes. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je sais même pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs. Mais finalement, c'est important d'aller à l'extérieur, de se donner à fond à l'extérieur. C'est important de revenir à soi. Et de réussir à jongler entre l'extérieur et l'intérieur. Sans trop donner à l'extérieur pour ne pas finir ratatiné et puis rester trop longtemps à l'intérieur. Mais c'est cet équilibre entre je sors et je rentre. Et finalement, quand on arrive à faire cette danse, c'est là où on commence à vivre. Parce que si on est là dans le trop, je suis à l'intérieur, je rentre en moi-même et je sors jamais, on se coupe de tout, on se coupe du monde, on se coupe vraiment de ce qui peut nous ouvrir le champ des possibles, nous permettre de créer une vie qui nous épanouit.
Si on est trop vers l'extérieur, on se crame aussi. Donc c'est réussir à trouver cet équilibre, où là moi je peine un peu parce que je suis beaucoup sur l'intériorité et pas assez vers l'extérieur. Les événements ont fait que j'ai dû revenir à moi. Mais là, il est temps de ressortir. Et quand je te parle d'événements, finalement, je t'ai jamais trop parlé de ce qui m'était arrivé. Je t'ai dit que j'ai dû sortir d'une tempête il y a 3 ans, donc à la naissance de Lucas. En réalité, soyons très honnêtes, j'ai dû quitter assez brusquement parce que j'avais enlevé mes œillères pour comprendre ce qui m'arrivait. J'ai quitté un manipulateur, le père de mon fils. Je le nomme comme ça parce qu'en fait je sais pas trop comment le nommer. Personne ne fait de diagnostic sur des gens qui ne se font pas traiter psychologiquement. Donc, je pourrais pas te dire si c'est un psychopathe, un pervers narcissique ou simplement une personne qui a besoin d'aide. Je sais juste qu'à l'intérieur de lui, tout n'est pas net et tout n'est pas sain. C'est une personne qui a besoin de contrôler son monde et qui envoie beaucoup de rêves mais pas beaucoup de concret. Et plus on brille et plus il essaye de t'éteindre. C'est pas une personne que je recommanderais à tout le monde. C'est un super révélateur pour se soigner soi-même. Ça a été. Maintenant, aujourd'hui, je le considère comme un cadeau dans ma vie, mais très honnêtement, ça a été rude. C'est bien aussi de quitter ça. Et, et donc, voilà ce que j'ai vécu. Ça fait partie de mes traumas. C'est d'avoir intégré une personne dans ma vie à un rôle plus qu'important et finalement qu'il ait cherché à m'éteindre complètement. À, à me... je, honnêtement, je pense que si j'étais restée, genre pour Lucas, comme certaines peuvent rester pour leurs enfants dans un couple qui ne fonctionne pas, si j'étais restée, aujourd'hui, je serais soit l'ombre de moi-même, soit je serais morte. Je me pose la question, vraiment. Si c'est des paroles en l'air ou pas, je crois pas que ce soit faux. C'était d'une violence. C'était un mode guerre froide. Il me parlait plus. Pour me punir de ne pas avoir les mêmes idées que lui, pour pas m'aligner sur son avis, etc. Il me punissait par son silence. Et pas forcément de violence physique. La violence physique, je l'ai pas vécue avec lui, forcément. Enfin, pas directement, disons. Et il était du genre très colérique à taper dans les murs à côté de la tête, histoire de te faire comprendre que il pouvait te dominer, il pouvait te faire du mal s'il le souhaitait, pour avoir encore plus d'emprise. Mais ouais, en fait, j'ai accumulé pas mal d'expériences relationnelles, dirons-nous, négatives. Parce que j'ai eu lui qui a conclu en beauté le pack des petits amis complètement malveillants. Mais auparavant, j'avais eu aussi des expériences avec d'autres mecs, pas des hommes, hein, très clairement, qui étaient très malsaines. Il y a eu de la violence physique, il y a eu bah, toutes les formes d'abus, je pense que je les ai vécues. D'une manière ou d'une autre, directement, indirectement. Et ça, pas forcément que dans l'amour. J'ai fait aussi un burn-out dans mon travail, tout simplement parce que les gens qui m'employaient ont vite compris qu'il y avait du potentiel à exploiter et pas de limite de ma part. Donc on me disait ah fais ci, fais ça, et puis à la fin t'auras la carotte.
Sauf qu'en fait, à la fin, j'avais pas la carotte. La carotte s'éloignait, il fallait que je fasse encore plus. En bref, c'était un peu catastrophique jusqu'au moment où mon corps a dit stop. Et où ben, j'ai ouvert les yeux aussi. Mais finalement, c'est par les expériences négatives qu'on ouvre les yeux. C'est pas chouette, mais en fait, je crois que c'est la seule manière. Sauf si on a réussi à avoir une enfance qui nous a permis de connaître nos limites, d'identifier quand il y avait des comportements abusifs ou pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais compris, j'ai jamais connu, j'ai jamais identifié, j'ai jamais. J'ai... On m'a pas permis d'apprendre ce que c'était que l'abus, ce que c'était que les limites, ce que c'était que les mauvais comportements. On m'a. On m'a. Comment dire? J'ai pas eu une enfance folle, enfin, il y a. Elle n'a pas été traumatisante, elle n'a pas été exceptionnelle non plus. Mais les besoins, les émotions, tout ça, on n'avait pas forcément euh, la capacité de les faire entendre ou de les faire comprendre. Au début, je les faisais entendre, je pense, mais au fur et à mesure, je comprenais bien que en face, j'avais un mur d'incompréhension, pas forcément qu'on me le reprochait. Honnêtement, j'ai pas spécialement de souvenirs de mon enfance parce qu'en réalité, je savais qu'il fallait pas que je parle trop parce que je me faisais pas accompagner. J'ai vite compris que je pouvais pas exprimer mes besoins. On m'a jamais aidé à les exprimer. Mais parce que mes parents sont pas en capacité non plus d'exprimer les leurs. Euh, et puis c'est comme ça. Tu vois, je pense qu'on est dans une génération où euh, nos parents n'étaient pas en mesure de nous accompagner émotionnellement. Et qu'aujourd'hui, c'est important d'apprendre tout ça nous-mêmes pour pouvoir apporter cette écoute, cette compréhension à nos enfants. C'est aussi pour ça que j'ai l'impression de ne pas faire assez avec Lucas et quand il a ces tempêtes émotionnelles. Et que c'est hyper frustrant pour moi parce que j'ai envie, j'ai ce désir de l'aider et qu'en même temps, ben, vu que j'ai pas appris dans l'enfance, c'est pas inné en moi et qu'il y a encore ben, des lacunes, il y a encore des choses à apprendre de ma part. Et puis c'est ok en réalité de continuer à les apprendre. Mais j'aimerais bien que ça aille plus vite quoi. Et tout. Bon ça part un peu en tout et en rien. J'avais envie de te transmettre un petit peu tout ça. Je sais pas si t'as appris des choses, j'espère que ça permet de t'inspirer un petit peu. Ça permet de mettre des mots aussi sur ce que tu peux vivre. Le fait est que j'ai envie de finir sur une phrase un peu inspirante, je sais pas du tout laquelle ce sera. Euh, Quand on a la volonté d'arriver quelque part, tu vois, j'ai toujours su quand j'étais petite que malgré tout le harcèlement que j'ai pu vivre en scolarité et tout ça, malgré les mauvais comportements qu'on a pu me faire me montrer et puis me faire subir, finalement, j'ai toujours su au fond de moi que je valais mieux que ça. J'ai toujours su au fond de moi que je me rabaisserais pas à ça, que je le ferais pas par vengeance, que je j'aurais pas un mauvais comportement juste pour faire payer le mauvais comportement des autres. Ça m'intéresse pas. Au fond de moi, j'ai toujours su qu'il fallait privilégier les bons comportements, même si on attirait, même si on nous faisait subir des choses qui n'étaient pas sympas. C'est pas à nous de faire la vengeance, c'est pas à nous de faire justice. Que la vengeance, c'est pas une bonne chose. La vie va remettre sur le droit chemin tous ceux qui n'ont pas eu des bons comportements. Ça, c'est évident. Tous ceux qui ont des mauvais comportements, à un moment, un jour ou l'autre, ils le payent. Ils tombent malades, ils meurent plus vite. J'en sais rien. En vérité, j'ai pas envie de donner des exemples, mais
un jour ou l'autre, la vie répare. Et c'est à nous de nous responsabiliser sur nous-mêmes, sur plutôt que de se victimiser. À mon sens, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se victimisent mais qui font rien et qui continuent de se plaindre. Et ceux qui arrêtent de se victimiser et qui se disent ok, plus jamais ça, je veux plus jamais subir ça. Et celles-là, elles vont commencer à trouver des moyens pour se réparer et pour arrêter d'être dans cette spirale infernale, ces cercles vicieux, c'est tout ça. Elles vont tout faire pour s'en sortir. Et c'est celles-là qui sont intéressantes de personnes parce qu'en réalité, si t'as envie de te victimiser, soit, mais viens pas te plaindre avec moi. Si t'as envie de rien faire et de rester dans ta situation inconfortable, reste. Mais viens pas me gâcher mon énergie. Par contre, si t'as envie de t'en sortir, si t'as envie d'expliquer ton parcours, si t'as envie de l'expliquer pour comprendre et non pas pour te faire plaindre, pas de souci, on va discuter. Mais à mon sens, ouais, il y a deux types de personnes. Et les personnes qui cherchent toujours à se dire ok, je suis responsable de ce que je vis. Donc c'est à moi de mettre un stop aux personnes qui sont malveillantes. Et de cette manière, c'est comme ça que j'arrêterai de rentrer dans des spirales infernales. Ces personnes-là, elles sont intéressantes parce que c'est elles qui vont réécrire l'histoire. Celles qui vivent dans leur caca et qui se remettent jamais en question, qui estiment que c'est toujours la faute des autres, que les problèmes viennent de l'extérieur. Oui, les problèmes viennent de l'extérieur, mais parce qu'on attire ce qu'on a besoin de vivre et pour apprendre et nous faire évoluer, enfin bref. Et si t'as pas envie de comprendre ça, bah finalement, libre à toi. Bref, j'ai perdu le fil comme d'habitude. Tout ça pour te dire que perds pas espoir. Parce qu'on arrive toujours à ses fins, quoi qu'il arrive. Peu importe le temps que ça prendra, rappelle-toi simplement que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de mettre en place, même si aujourd'hui c'est pas encore là le résultat, même si tu vois pas ta vie évoluer comme tu l'entends aujourd'hui, peut-être que c'est demain. Peut-être que c'est demain. Et si tu t'arrêtes aujourd'hui, ben ce serait dommage. Parce que finalement, peut-être que le résultat, peut-être que toutes tes espérances, elles se manifesteront demain. Donc continue. Si tu estimes que tes actions sont menées par le cœur, si c'est quelque chose que tu as véritablement envie de voir se matérialiser dans ta vie parce que ça vient des tripes, continue. Ne lâche rien parce que ça va arriver, c'est juste que ça met du temps. Ça met énormément de temps à se matérialiser parce que c'est quelque chose finalement, tu construis petit à petit toutes tes fondations, toutes tes bases. Mais en réalité, d'un coup, il y a le brouillard qui s'enlève et tu vois tout ce que tu as construit. Mais c'est difficile de le voir au quotidien, tu le vois pas. Mais d'un coup, tout qui s'illumine. La lumière s'allume et bim, on voit tout ce qu'on a réalisé dans le noir et ça c'est incroyable. Et perds pas espoir, parce que c'est l'espoir qui fait grandir, qui fait avancer. Une constance, espoir, et on y va, haut les cœurs.